Bonjour à toutes et à tous, avant qu'on commence, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour la nouvelle année à venir, je vous souhaite plein de bonheur, que vos vœux se réalisent, mais surtout vos résolutions qui habituellement ont une durée de vie de 24 heures. Personnellement, ma résolution est de me libérer un peu plus de temps pour lire, et je suis accompagné dans cette mission par le sponsor de cette vidéo, Nextory. Si vous ne connaissez pas Nextory, c'est une application de lecture que vous pouvez utiliser sur téléphone, tablette et ordinateur qui vous propose des e-books, livres audio, ça j'adore, j'en raffole, des podcasts et même des BD, mais aussi la presse. C'est vraiment génial parce que le matin avec les yeux qui collent au réveil, on met un petit livre audio. Quand ça va mieux, on lit la presse avec son café. Et sur le chemin du travail, un podcast par exemple. Avec le catalogue de Nextory qui contient plus de 250 000 titres, vous ne manquerez de rien. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. D'ailleurs, Nextory, c'est la seule application de lecture qui réunit tous les formats que je vous ai cités en un seul endroit, ce qui est un gros avantage. Alors, évidemment, je me suis intéressé à la catégorie polar et thriller, avec le livre audio intitulé Glacé de Bernard Minier, vraiment haletant, je vous le conseille. J'ai basculé ensuite dans le paranormal, parce que j'adore ça, avec le livre de Marcus F. Griffin, et j'ai fini avec un peu d'aventure et le livre de Mike Horn qui nous emmène en Antarctique et c'était vraiment passionnant. Bref, Nextory est une super application pour se détendre ou faire passer le temps lorsqu'on est occupé par une tâche et ça permet de s'ouvrir continuellement à de nouveaux horizons. Grâce à mon lien en description, vous bénéficierez de 45 jours offerts lors de votre inscription, ce qui vous permettra de vous faire votre propre opinion et chercher les pépites sur l'application Nextory pour vous accompagner partout où vous irez. Quant à moi, je remercie Nextory, que j'utilise d'ailleurs, d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant, nous pouvons passer à notre affaire. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. De la vérité au mensonge aussi. Mais qu'y a-t-il entre les deux? Peut-être une tempête qui traverse l'esprit, ou alors un brin de folie. Quoi qu'il en soit, à la fin, quelqu'un sera puni. L'État américain du Montana est l'un des plus grands du pays, le quatrième derrière l'Alaska, le Texas et la Californie, mais il est aussi l'un des moins peuplés. Ceci s'explique par l'absence d'urbanisation, du fait d'un terrain encore sous contrôle de la nature. Il y a ces grandes montagnes rocheuses qui enclavent une partie de l'État, des vastes plaines à perte de vue, des canyons formidables et bien sûr des forêts majestueuses. Cela n'en fait pas moins un lieu très touristique pour les amoureux de la nature qui souhaitent s'y ressourcer, mais aussi un havre de paix pour ceux optant pour la tranquillité. C'est ce choix que font Jordan Lynn Graham, âgé de 21 ans, et Cody Johnson, âgé de 24 ans, en s'installant dans le Montana afin de profiter de leur vie de jeunes mariés. Cody est originaire de Californie où il a grandi avec sa mère, Sherry, après qu'elle se soit séparée de son père. Cependant, l'enfance du garçon fut tout à fait classique. Il n'a pas manqué d'amour et l'absence de figure paternelle a largement été compensée par la présence de sa mère. Cody est une personne joyeuse, que l'on remarque immédiatement tant il est ouvert aux autres, que ce soit de simples connaissances ou de proches amis. Par exemple, Cameron Fredrickson, le patron de Cody, qui travaille comme informaticien, est devenu avec le temps l'un de ses amis justement. Voici un trait de personnalité qui contraste avec le caractère de Jordan, sa femme, qu'il rencontre en 2011. Effectivement, la jeune femme est introvertie. À l'opposé de son époux, elle n'apprécie pas être mise en avant, préférant rester en retrait, et cela lui convient amplement. Bien sûr, tous deux partagent des points communs, autrement l'entente ne serait pas possible. Jordan et Cody ont cet amour de la nature, des randonnées en montagne, du plein air en général. Ils avalent régulièrement des dizaines de kilomètres sur les sentiers des parcs naturels qui jonchent le Montana. Mais surtout, lors de leur rencontre en 2011, ils ont une vision commune de leur futur. La religion ayant une place prépondérante dans leur éducation, c'est dans ce contexte qu'ils souhaitent fonder leur famille et élever leurs enfants. C'est ainsi qu'ils entament leur relation. Au bout d'une année, totalement platonique du fait des croyances religieuses, Cody et Jordan, dont l'alchimie apparaît inébranlable à présent, franchissent le pas de l'union sacrée.
En décembre 2012, le jeune homme demande la main de sa petite amie afin qu'elle devienne sa femme, ce qu'elle accepte. Dans leur entourage, pour la plupart des personnes, cet événement est dans la lignée des choses tant leur romance paraît solide. Le 29 juin 2013 est la date de la célébration de l'union du jeune couple. Tous les amis et les proches sont présents. L'émotion est à son comble et le bonheur qui en émane laisse présager de beaux moments à venir. Une fois la cérémonie terminée, les jeunes mariés ne partiront pas en lune de miel. Ils prennent une semaine de congé chacun pour emménager dans leur nouvelle maison du Montana et l'embellir afin qu'ils s'y sentent bien et puissent entamer leur idylle. À la fin de cette semaine de congé, il est temps de reprendre le travail ce lundi 8 juillet 2013. Le babysitting pour Jordan et l'informatique pour Cody. La veille, le dimanche 7 juillet, initialement, le jeune homme avait prévu de faire du kayak avec son beau-père dans la matinée avant de se rendre au golf pour réaliser un parcours avec l'un de ses amis. Seulement, ces plans seront annulés par Cody, puisque Jordan lui annonce qu'elle a une surprise pour lui. Ainsi, ce dimanche, ils se rendent ensemble à l'église puis font une petite randonnée autour d'un lac avant de dîner avec quelques amis le soir même, conduisant à ce lundi matin 8 juillet 2013. Le lendemain, Cody ne se présente pas à son poste de travail. Cameron Fredrickson, son patron mais aussi son ami, s'inquiète légitimement. Il sait que Cody est une personne respectueuse qui, en cas d'empêchement, aurait prévenu, comme il le fait toujours. Alors, son absence injustifiée soulève de nombreuses questions chez Cameron. Le jeune homme devait commencer à 8h30, mais il n'y a pas lieu de s'alarmer immédiatement, il appellera certainement plus tard. 2 heures s'écoulent, il n'y a toujours aucune nouvelle, alors Cameron contacte directement Cody sur son téléphone portable, mais tombe directement sur la boîte vocale. Il patiente encore, puis, à midi, appelle des amis en commun afin de savoir s'ils ont vu Cody ou s'ils ont des informations sur ce qu'il fait. Aucun n'apporte d'éclaircissement. À 16h30, Cameron reçoit un message sur son téléphone. C'est Jordan. Elle lui demande si Cody s'est présenté au travail ce matin. Automatiquement, l'inquiétude monte chez le patron du jeune homme. Tout comme chez la mère de Cody, qui elle aussi reçoit un texto de Jordan demandant si elle a été en contact avec son fils. Suite à ces messages, l'information se répand comme une traînée de poudre chez les proches de Cody, ainsi que l'angoisse qui l'accompagne, puisque visiblement, la personne qui le connaît le mieux ne sait pas où il se trouve. Jordan explique à Cameron que la veille, ils sont allés au restaurant, mais lors du trajet retour, Cody était au téléphone. Elle ne sait pas qui était à l'autre bout de la ligne, mais après la conversation, son époux avait l'air mal à l'aise. Plus tard dans la soirée, il est sorti de la maison pour monter dans la voiture d'un ami et faire un tour à l'extérieur de la ville. C'est en tout cas ce qu'il lui a dit. Par conséquent, le premier réflexe de Cameron est de contacter les hôpitaux du coin, afin de s'assurer que Cody n'a pas été victime d'un accident. Aucun des établissements n'a accueilli de personnes répondant à ce nom. Alors, le lendemain, Cameron décide de se rendre au domicile du couple pour s'assurer que tout va bien. Lorsqu'il arrive sur place, tout est calme. Il semble que l'endroit soit désertique, mais la porte arrière de la maison n'est pas verrouillée. Il se permet donc d'entrer. À l'intérieur, tout semble normal. Il n'y a pas de traces de lutte, tout est à sa place. Simplement, Cameron découvre le téléphone de Cody dans le garage. Il sait qu'habituellement, il l'a avec lui en permanence, et tout ce contexte le convainc de contacter la police pour signaler son ami disparu, ce que fait aussi la mère de Cody. Après 2 jours, Jordan est convoqué au poste de police pour discuter de la disparition soudaine de son époux. Elle détaille à nouveau la journée, expliquant qu'elle et Cody sont allés à l'église, au lac, puis au restaurant avec des amis. Elle précise qu'il n'y a eu aucune dispute entre eux, mais que Cody est resté pendu au téléphone durant presque 30 minutes, après quoi son comportement a légèrement changé. Pendant ce temps, Jordan remarque que son propre téléphone n'a presque plus de batterie, et se souvient qu'elle a oublié son chargeur au travail. Elle fait donc rapidement l'aller-retour. Quand elle approche de la maison, elle voit son mari monter dans une voiture de couleur sombre, immatriculée dans l'état de Washington. Jordan annonce aux policiers que cette attitude n'est pas inhabituelle chez Cody. Étant un grand fan de voitures, il part souvent le soir faire des virées avec des amis.
Elle indique 2 endroits où Cody se rend régulièrement avec ses amis, le Glacier Park ou le barrage du Hungry Horse. Après son passage au commissariat, les enquêteurs, avec les maigres informations dont ils disposent, tentent de dénicher une piste. Le téléphone de Cody ayant été utilisé, il apparaît pertinent d'éplucher la liste des appels. Un numéro se distingue des autres dans la mesure où il provient de l'État de Washington, mais a aussi appelé dans la fenêtre avant la disparition mystérieuse de l'homme. Le lien est immédiatement fait avec la plaque d'immatriculation du même État vue par Jordan ce soir-là. Les policiers n'ont plus qu'à contrôler. L'identité derrière le numéro de téléphone est celle d'un certain José. Celui-ci se défend d'être impliqué dans quoi que ce soit. Il explique qu'il n'a jamais eu de problème avec Cody. Il l'a simplement appelé à propos d'outils que les 2 hommes s'étaient prêtés. Et surtout, fournit un alibi en béton mettant immédiatement fin à cette piste. La plaque d'immatriculation et le numéro de téléphone ne sont pas liés. Il s'agit simplement d'une coïncidence. L'enquête repart donc de zéro. Cela fait désormais 3 jours que Cody n'a pas donné signe de vie. Jordan multiplie les visites au commissariat afin de répondre aux questions des policiers. Manifestement, tout n'est pas clair. À chaque nouvelle salve de questions, il y a des réponses différentes de la part de l'épouse. Dans sa version initiale des choses, elle a vu Cody monter dans la voiture. Dans une seconde version, Cody était dans le garage, Jordan dans la maison, et son mari l'aurait prévenu par SMS qu'il sortait. Enfin, Jordan a d'abord annoncé que Cody était parti avec des amis, avant de se rétracter en disant qu'elle n'avait aucune idée de qui se trouvait dans cette voiture. Naturellement, la police émet des soupçons vis-à-vis de l'épouse de Cody. Les enquêteurs pensent qu'elle dissimule quelque chose sans pour autant la considérer comme une suspecte non plus. En discutant avec l'entourage du jeune homme, notamment son ami Cameron, leur opinion initiale n'a pas vocation à changer. Ce dernier indiquant aussi avoir des doutes quant aux faits rapportés par Jordan. Pourtant, c'est peut-être elle qui va apporter la solution à toute cette énigme insoluble pour le moment. Jordan se présente au commissariat accompagné de sa mère et de son téléphone. Sur celui-ci est présent un mail que Jordan affirme avoir reçu il y a quelques instants. Ce qui y est mentionné donne froid dans le dos. « Salut Jordan, je m'appelle Tony. Ce n'est plus la peine de chercher Cody, il est parti. Arrêtez les recherches. » Dans l'email, il est aussi précisé que Cody serait allé en randonnée avec des amis ce soir-là et serait tombé d'une falaise. Une annonce choquante d'après laquelle Cody pourrait être au mieux gravement blessé, au pire décédé. Mais qu'en est-il réellement de la véracité de cet étrange message ? Jordan connaît effectivement un certain Tony qui pourrait être lié à Cody. Alors, les policiers ne perdent pas de temps et interrogent cette personne. À l'instar de José, l'homme se défend d'une quelconque implication, donnant par ailleurs tous les renseignements nécessaires pour établir son alibi, désormais incontestable. L'affaire piétine. Il y a beaucoup de remous, mais rien de concret si ce n'est cet email. Les policiers sollicitent donc Google, site depuis lequel il a été envoyé pour en savoir plus. Pour le moment, les enquêteurs ne se lancent pas sur le terrain, dans la mesure où aucun lieu n'est indiqué. Des falaises, ce n'est pas ce qui manque dans le Montana. Et surtout, on ne sait pas s'il peut s'agir d'un canular ou non. Pour Jordan, en revanche, il n'y a absolument pas à attendre. Elle réunit donc les proches pour constituer une équipe de recherche. Le premier terrain qui sera fouillé est celui du Glacier Park, puisque c'est un endroit apprécié par Cody. Bien entendu, ce parc national est immense. Tenter de retrouver Cody là-bas, quand bien même il y serait, relève du miracle. Il y a plus de 1000 km de sentiers à parcourir, une épreuve titanesque à laquelle se confronte cette petite équipe de recherche. Évidemment, le premier jour est un échec total. La dure réalité du terrain frappe également, puisqu'arpenter les différents sentiers n'est pas aussi simple que ce que l'on peut voir sur une carte. Les chemins sont étroits, pentus, parfois à peine dégagés. Cela pourrait prendre des mois avant d'obtenir la moindre piste. Jordan ne souhaite pas abandonner pour autant. Lors du deuxième jour, elle veut absolument contrôler un endroit en particulier que Cody considère presque comme un lieu saint.
La petite équipe avance donc sur le Loop Trail, traduit par le sentier de la boucle. Lorsque Jordan ordonne qu'on arrête le véhicule, elle sort en courant et disparaît presque aussitôt en contrebas d'une pente extrêmement raide, parsemée de pierres coupantes et de buissons très denses. Après quelques minutes, les cris de la jeune femme déchirent le silence de la forêt, et tout le monde la rejoint. La voici penchée au bord d'une falaise haute de presque 100 mètres, en bas de laquelle il semble qu'il y ait un corps. Immédiatement, les gardes forestiers sont appelés. Seulement, ils n'interviendront pas du fait de leur tardive et des risques d'une telle mission. Ils planifient donc leur intervention le lendemain matin, le 12 juillet à 8h, avec l'équipement d'escalade nécessaire pour descendre la falaise. Lors de la descente, les gardes forestiers mettent la main sur une chaussure similaire à celle que Cody portait le jour de sa disparition. Et cela ne présage rien de bon. 100 mètres plus bas, il n'y a plus aucun doute. Ce qui gît au sol dans une eau peu profonde est un cadavre. En l'analysant, il s'agit bel et bien de Cody Johnson. Il n'a plus son alliance et à côté de lui est découvert un morceau de tissu noir. C'est la stupéfaction et surtout l'incompréhension qui règne. Comment Cody a-t-il pu se retrouver à cet endroit? Pourquoi s'est-il rendu ici? Avec qui? Trop de questions sans réponse pour l'instant. Ses amis qui l'accompagnent régulièrement en randonnée sont abasourdis. Cody sait être prudent, et en pleine nuit, il n'aurait pas dévalé cette pente aussi dangereuse, puis escalader un petit mur pour se retrouver au bord d'une falaise sans aucun équipement. D'autant plus que, malgré son attrait pour le plein air, le jeune homme craint les hauteurs. Il n'y a rien de logique dans ce drame. Si bien que la police se gratte la tête depuis 2 semaines désormais, et bloque toujours sur ce curieux email. Entre-temps, l'enterrement de Cody s'est déroulé, donnant lieu à un comportement inattendu de la part de Jordan. Tandis que l'émotion fait grimper les larmes chez tous les proches du jeune homme parti trop tôt, l'une des premières concernées, Jordan, paraît bien plus concentrée sur son téléphone que sur le dernier hommage à l'amour de sa vie, comme elle l'avait décrit dans un post Instagram. Cette attitude, presque irrespectueuse, n'échappe pas à sa meilleure amie Kimberly, au point que celle-ci se rende chez les policiers pour dévoiler des éléments de conversation entre elle et Jordan. À plusieurs reprises, Jordan a demandé à Kimberly si elle faisait le bon choix en se mariant avec Cody. Elle n'est pas la seule auprès de qui la jeune femme se serait confiée en exposant ses doutes vis-à-vis de son union avec son futur époux. Bien sûr, à la veille d'une telle célébration, il n'est pas surprenant que de tels doutes surviennent. Qui plus est, dans la situation de Jordan et Cody, où le mariage semble définitif du fait de leur religion. Seulement, le lendemain du mariage, Jordan écrit à nouveau à Kimberly, lui répétant ses doutes en disant « Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Il s'est passé tellement de choses la nuit dernière. » Kimberly demande donc à quel moment précisément, lors de la célébration du mariage ou lors de la consommation de celui-ci. Aucun des deux n'ayant eu de relations sexuelles auparavant. Jordan répond qu'elle préfère en parler et ne pas écrire de message à ce propos. En réalité, il semble que Jordan ne souhaite pas avoir de relations sexuelles avec son nouvel époux. Elle prétexte que ses règles sont toujours en cours pour calmer Cody. Le 7 juillet, la veille de la disparition du jeune homme, Jordan écrit encore à Kimberly, lui expliquant qu'elle souhaitait parler de cette situation à Cody et que si elle n'avait plus de nouvelles d'elle, quelque chose s'était passé. Toujours ce même soir, tard, Jordan s'est rendu directement chez Kimberly en lui disant que la discussion avec Cody ne s'était pas bien passée et qu'il s'était énervé au point qu'elle a dû quitter la maison pour aller chez son frère. Ces événements étranges, le fait qu'elle n'appelle pas la police lors de la disparition de Cody, qu'elle semblait savoir exactement où le corps se trouvait, conduit Kimberly à fortement douter de son ami. Tous ces éléments ne font que rentrer un peu plus Jordan dans le collimateur des enquêteurs, qui attendent cependant une preuve formelle avant d'inculper qui que ce soit. C'est dans ce même laps de temps que sont transmises les informations de la part de Google relatives à l'adresse IP de l'appareil ayant envoyé l'email. Il apparaît que le message est parti depuis un ordinateur appartenant au beau-père de Jordan.
Les policiers ont réclamé aux opérateurs téléphoniques de Jordan et Cody la position des téléphones le soir du 7 juillet. Les deux téléphones ont borné simultanément au même endroit à 21h17 dans le Glacier Park, signifiant qu'ils étaient rassemblés à cet instant, rendant de moins en moins crédible la version de Jordan. Avec cet horaire, les enquêteurs contrôlent la vidéosurveillance de l'entrée du Glacier Park. Sur les images, il est possible d'observer la voiture de Cody, avec lui à l'intérieur, accompagné de Jordan. Ceci est la preuve définitive qu'il n'y a aucun Tony dans l'affaire, mais une menteuse en revanche, en la personne de Jordan. La jeune épouse est naturellement convoquée au poste pour un interrogatoire sous haute pression. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à présent, ce sont des agents du FBI qui prennent le relais, le Glacier Park entrant dans le périmètre des fédéraux. Face aux éléments sur la table, acculée, elle n'a d'autre choix que de reconnaître son implication dans la disparition et la mort de Cody. Le soir de la fameuse discussion avec son époux, elle lui a exposé son malaise et ses réels sentiments qui n'étaient pas du tout équivalents à ceux du jeune homme qui s'est énervé, créant une dispute au cours de laquelle il a dit qu'il fallait divorcer. À ce moment, Jordan est inquiète pour sa réputation. Un divorce, dans leur contexte religieux, qui plus est 8 jours à peine après la célébration du mariage, serait un désastre. Il n'y a pas réellement de détails sur la transition entre la dispute et le moment où les deux se sont retrouvés à l'entrée du parc national, mais d'après Jordan, ils ont décidé de s'y rendre ensemble. Toujours est-il que tous les deux se retrouvent sur le fameux sentier. Et Cody aurait décidé d'emmener Jordan au bord de cette falaise, malgré sa crainte de la hauteur, pour continuer à parler de leur situation. Il aurait dit qu'avec un bandeau sur les yeux, il serait capable de se tenir à cet endroit, même à cette hauteur. Jordan explique qu'elle ne voulait pas le faire, mais Cody aurait insisté. Tous deux seraient arrivés au niveau de la falaise. La discussion aurait tourné au vinaigre. Cody aurait saisi le bras de Jordan qui, en voulant se libérer, l'aurait repoussé et le jeune homme aurait chuté mortellement. Rien n'aurait été prémédité. Il s'agissait d'un accident dont l'émotion aurait été le moteur. Suite à cet horrible événement, terrifiée, elle n'aurait pas décidé de contacter la police. Mais cela ne colle pas. Pourquoi, s'il s'agissait véritablement d'un accident, aurait-elle inventé autant d'histoires ? Pourquoi aurait-elle envoyé un faux email depuis l'ordinateur de son beau-père ? Pourquoi Cody, qui a peur du vide, aurait décidé de discuter avec Jordan, un bandeau sur la tête, obstruant sa vue en pleine soirée ? Les agents du FBI ne sont pas du tout convaincus. Pour eux, il s'agit d'un meurtre que Jordan a tenté de dissimuler de manière très maladroite. C'est pour cette raison qu'elle est inculpée du meurtre de Cody Johnson et devra faire face à la justice. D'abord, la préméditation n'est pas retenue. Elle aurait décidé sur le moment et du fait de l'émotion de tuer son mari seulement 8 jours après leur union. Malheureusement pour elle, au vu des éléments, les faits sont requalifiés en meurtre avec préméditation, ou meurtre au premier degré aux États-Unis. La défense tente de convaincre que s'il y a meurtre, il ne peut pas être prémédité. Il y avait trop d'émotions dans cette affaire. Mais les messages envoyés à Kimberly durant la semaine, le bandeau sur les yeux qui a dû être préparé, et surtout que Cody a annulé tout ce qu'il avait planifié avec ses proches ce dimanche 7 juillet parce que Jordan lui avait annoncé une surprise, font que la préméditation entre dans la balance. Le 12 décembre 2013, 4 jours après le début du procès, la défense de Jordan parvient à obtenir un accord. Si la jeune femme plaide coupable, elle sera condamnée pour meurtre sans que la préméditation ne soit retenue. La proposition est acceptée. Jordan plaide coupable, reconnaît qu'elle a bien poussé Cody du haut de la falaise, tout en maintenant qu'il s'agissait d'un accident. Le juge prononce donc sa sanction. 30 ans d'emprisonnement au sein d'un établissement pénitentiaire fédéral sans possibilité de libération conditionnelle. Mais surtout, il semblerait que Jordan n'a jamais vraiment dévoilé toute la réalité. À moins qu'un jour, elle ne décide de parler, la famille de Cody ne saura pas ce qu'il s'est passé réellement ce soir-là. Et vous, à votre avis, était-ce prémédité ou non au regard des éléments de toute cette enquête ?
Encore une fois, un grand merci à l'application de lecture Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous trouverez mon lien en description pour avoir 45 jours offerts au moment de votre inscription. Allez-y, foncez. En tous les cas, si vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux en description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.